Française en Afrique, il n'a pas parlé thaïlandais. Par exemple, un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de bases militaires. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. Il n'y a pas pour vous, dans ces bases, d'enjeu pour la stabilité de l'Afrique, et y compris pour notre sécurité. On prend souvent l'exemple du Mali, ça avait été fait parce qu'il y avait une poussée de djihadistes, l'intervention française en 2013. C'est aussi ça l'idée qui est derrière, c'est qu'en Afrique, il y a bien évidemment la souveraineté des pays et le risque djihadiste derrière, dans certains endroits. Alors, tout d'abord, je crois que le Mali, il fallait intervenir face à cette poussée djihadiste vers Bamako, mais pourquoi sommes-nous restés? Parce que vous savez, une armée qui libère, au bout de 6 mois, 2 ans, elle devient une armée d'occupation. Deuxième élément, et là je vais être choqué des spectateurs, mais si le Mali devient une république islamique, et en quoi est-ce un problème pour la France? Vraiment, ce sont aux Maliens de décider de leur sort. Vous savez, il n'y a pas eu un attentat. S'ils en décident de manière démocratique, ce qui n'est pas forcément... Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je ne vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. Non, mais vous savez, ce qui s'est passé au Mali, essayons que ça ne se reproduise pas, et donc nos armées doivent être beaucoup moins présentes, et nos relations avec ces pays doivent être, je dirais, moins incestueuses. Mais nous sommes responsables pour vous des sentiments anti-français qui se sont développés. Ce ne sont pas les djihadistes, ce ne sont pas l'influence russe qui aussi a œuvré contre nous. Ah non, mais les Russes, c'est anecdotique dans cette affaire. Hein. Ils surfent sur une vraie vague anti-française. En ce qui concerne les djihadistes, il faut se dire que nous disons les djihadistes comme si c'était un seul groupe. Oui. En réalité, il y a de multiples petits groupes. Et ces multiples petits groupes, ils sont unis par quoi? Par la haine anti-occidentale. Donc en mettant les soldats français en face d'eux, d'une certaine manière, nous les unissons. On les renforce. Ancien ambassadeur français et ancien directeur général des affaires politiques et de sécurité au ministère des Affaires étrangères. Il le dit, ces bases militaires font de l'ingérence, point. Ils projettent leur puissance chez nous sans que cela nous dérange. Même si l'AES commerce avec la Russie, la Chine, la Turquie, la Corée du Nord ou même les extraterrestres, pourquoi cela vous préoccupe-t-il autant? 100 000 Ukrainiens meurent chaque mois, mais depuis 4 jours à Kursk, en Russie, on vous dit que l'Ukraine va démilitariser et envahir la Russie. Écoutez SCI. Au cours de ces 2 derniers mois, le territoire libéré par nos combattants s'est agrandi de 420 km². Selon les données du ministère de la Défense russe, les forces ukrainiennes ont perdu plus de 155 000 soldats. C'est un chiffre important. 155 000. Presque 60 000 par mois. Cependant, cela aurait pu être arrêté si les demandes exprimées par nos présidents avaient été satisfaites. Dans ce chiffre qui est avancé, ça ressemble aussi à la réponse que de nombreux, pas que ukrainiens, de nombreux observateurs internationaux avancent aussi sur la question des pertes russes par jour, autour de 1000 soldats, notamment... 60 000 Ukrainiens éliminés par mois. Si la Russie avait subi des pertes massives, l'Ukraine aurait avancé et récupéré ses territoires, nous sommes d'accord. Et si ce résultat était erroné, jamais SCI n'en parlerait. Ils affirment pour contrer le récit de Shogo que la Russie perd 1000 hommes par jour, soit 31 000 Russes par mois, sans jamais fournir la moindre preuve. Mais si l'Ukraine élimine autant de soldats russes, pourquoi n'arrive-t-elle pas à reconquérir ces territoires, alors que les Occidentaux affirment qu'elle est en supériorité numérique sur le terrain depuis 2022? Revenons à une information que j'avais archivée. Nous sommes le 2 octobre 2022. L'Ukraine affirme éliminer 60 000 soldats russes par mois, c'est-à-dire 420 000 entre le 24 février 2022 et le 2 octobre 2022. Faites la multiplication. Comment expliquer que, malgré ces déclarations, la Russie continue de faire des progrès sur le terrain? Mais aujourd'hui, il est impossible de masquer la réalité. La défaite de l'Ukraine est évidente. La Russie continue de gagner du terrain. Et vous croyez vraiment qu'une force de 2000 soldats ukrainiens pourrait envahir Kursk pour percer jusqu'à Moscou en Russie? Mais détestez-moi si vous voulez, je ne cherche pas à plaire. Mais un peu de logique s'impose. Même si le chiffre 60 000 est surestimé, il n'en reste pas moins que l'Ukraine perd entre 35 000 et 59 000 hommes chaque mois. Et le résultat est visible sur la perte de territoire. Arrêtons même de regarder les chiffres. Faisons un peu de géographie. Poutine se moque, il est même au-dessus de vous, et vous refusez de le reconnaître. Dans la situation actuelle de la Russie, Trump ne cherche pas de confrontation avec la Russie. Il n'ose même pas y penser, car il anticipe un conflit d'envergure avec la Chine. Affronter la Chine et la Russie simultanément n'est pas une option envisageable.
Trump l'avait déjà rappelé à Joe Biden en 2022. Déclencher une guerre en Ukraine revient à jeter la Russie dans les bras de la Chine. Or, Trump veut relancer l'industrie américaine et affaiblir la compétitivité chinoise. Il veut construire un rapport de force ciblé contre Pékin. Alors, certes, Trump pourra menacer Poutine, hausser le ton, l'insulter, peut-être exiger un cessez-le-feu, ça fera bouger la toile et les trolls. Les Européens s'apprêtent même à annoncer un 17e paquet de sanctions le 20 mai. Mais il faut comprendre une chose. Poutine se moque de vos sanctions, car la Chine le soutient et il sait comment s'adapter. Avez-vous oublié la visite du président chinois à Moscou le 9 mai dernier? Un partenariat stratégique qui a été signé avec Poutine. Cela devrait vous ouvrir les yeux, chers Européens. Poutine soutient la position chinoise sur Taïwan et Pékin soutient Moscou, point. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à accepter? Les Russes ne veulent pas de cessez-le-feu. Ils craignent que cela donne à l'armée ukrainienne le temps de souffler et de se réorganiser